Oh fucking hell! Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va tout de suite commencer. Donc aujourd'hui c'est une vidéo qui a été pas mal demandée sur Instagram et je vous avais demandé de m'envoyer des questions, vous me les avez envoyées et on va y répondre aujourd'hui avec mon père ici présent qui est aussi prof dans la fac dans laquelle j'étudie. Tu peux dire bonjour. Bonjour, Bonjour. tout le monde, bonjour. Et donc il va répondre à ces questions. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram et à s'abonner à cette chaîne parce que ça fait énormément plaisir. Et on va commencer avec les questions. Je suis désolée si on répond pas à vos questions, à toutes vos questions, c'est parce que ça risque de prendre pas mal de temps. Ici j'ai mon téléphone. Bon, on peut faire deux vidéos. Deux vidéos, oui. Non, ça arrive, mais on va pas être très motivé comme vous pouvez le voir. Et on va commencer avec vos questions qui ont été posées sur Instagram. Donc la première question, non je pense qu'avant de commencer, on pourrait peut-être expliquer ce que tu fais papa à la fac, où tu travailles exactement. Mais ça fait... combien? Ça fait une quarantaine d'années que je fais des cours d'anglais, dans des contextes très différents. J'ai vécu pendant une vingtaine d'années en Italie, où je donnais des cours d'anglais à des enfants, des adultes, des ingénieurs, dans un contexte professionnel. Donc j'ai beaucoup d'expérience en enseignement. Quand je suis arrivé en France, j'ai travaillé dans des écoles primaires et maintenant je suis dans l'école supérieure. Oui, et ça fait un changement. Ça fait un changement, mais oui, l'approche c'est toujours la même, même si le contexte change. Oui, et donc papa il travaille au CRL. Centre de ressources en langue. Ouais, de centre de ressources en langue, il y en a dans toutes les facs. Donc je vous conseille d'y aller si vous voulez apprendre une langue. Sauf qu'à l'université à Toulouse 1, notre CRL, c'est mieux. Ok, donc voilà, c'est mieux que les autres apparemment. Donc n'hésitez pas à y aller, il y a des romans, il y a des films. Il y a des ateliers de conseils pédagogiques, oui, conseils pédagogiques toujours disponibles, et c'est gratuit. Des ateliers professionnels, oui. C'est gratuit. Et c'est gratuit. Pour nous étudiants, c'est très important. Donc on va commencer tout de suite avec la question. La première question a été posée par THBF, je sais pas comment prononcer. Donc Thierry. c'est pas Thierry, papa, mais voilà. Donc je mettrai la question. Bonjour Thierry. D'accord. Donc comment se déroulent ces cours? La notation est aussi importante qu'un autre. Donc je pense qu'il faut parler de tes cours en général et pas que ceux au CRL. Oui, donc j'ai une espèce d'allergie vers tout ce qui est notation. Parce que ça aide pas finalement dans l'apprentissage d'une langue. Bien sûr, c'est important de savoir à peu près le niveau, le progrès qu'on fait en tant qu'individu. Mais je pense pas que c'est une bonne idée de se focaliser sur la note. Oui, mais la question est là que toi tu fais des cours en tant que prof d'anglais. Ah oui, mais au CRL il n'y a pas de note. Oui. Donc ça va seulement sur la passion pour la langue et pour l'exigence personnelle de s'améliorer. Mais quand tu as fait des cours avec les L de droit? Ah oui, donc ça change parce que chaque département a un système différent de notation. Donc ça peut être la formation, formation continue qui peut représenter 50% de note finale, mais ça dépend. Ça dépend vraiment. Donc, pour expérience de Capitole, nous, pour vous donner un exemple, nos matières comme droit administratif c'est 7, coefficient 7 et l'anglais c'est coefficient 2. Donc pour répondre à ta question, la notation par rapport aux autres cours c'est moins important. C'est moins important, mais ça dépend. Ça dépend aussi de la spécialité que vous faites et voilà. Oui, c'est très différent selon l'école. Voilà, c'est ça, différence devant l'école. Donc Eva nous demande quelle est la meilleure façon d'apprendre une langue. Reste concis, papa, s'il te plaît. Non, c'est très difficile, il n'y a pas une méthode idéale. C'est trop simple si c'était comme ça.
chacun est différent. Ouais. Donc, c'est à chacun à trouver une méthode qui est plus efficace. Il y a beaucoup de monde qui ne s'y trouvent pas très bien dans le système scolaire, qui est très académique. Ça marche très bien pour quelqu'un, mais pour beaucoup, c'est pas très indiqué. Ouais, après, il suffit de voir le nombre d'enfants qui ont passé du temps à apprendre l'anglais. Donc moi, je conseille toujours une approche en disant hybride, blended learning. Je pense que chacun doit doser l'écoute avec la pratique de l'anglais oral. Je pense qu'il faut trouver toujours une moyenne qui plaît. Ça peut être la télé, ça peut être la musique, film. Donc il faut que la langue fait partie de la vie. C'est ça. Donc chaque jour, il faut écouter la langue. Et il faut pratiquer aussi parce que c'est pas suffisant. Ça sert. Aller au CRL. Non, ça sert beaucoup d'écouter. Mais la répétition, c'est très important. Ouais. Donc, le problème fondamental pour moi, c'est de trouver un fond de répétition qui n'est pas trop chiant. Ouais, c'est ça. Et je vais juste faire une petite pause pour vous dire qu'il y a quelques applications de téléphone aussi. Je sais pas si toi tu les connais pour apprendre des langues. Bah voilà, différence de génération. Il y a l'application Duolingo qui est vraiment pas mal, elle est complètement gratuite et ça vous permet par exemple tous les jours ils vont vous envoyer un rappel et vous aurez 30 minutes d'enseignement. Je te les montrerai après. Non mais c'est idéal. Je pense qu'il faut avoir différentes sources d'enseignement. Donc c'est très très bien d'avoir sur l'internet, la musique, comme je disais, tous. Mais il faut pratiquer. Donc il faut répéter en quelque façon les dialogues qu'on sent. Donc là, on va avoir une autre question de Mélina. De Mélina qui pose comment est-ce qu'on peut s'améliorer à l'oral seul. Donc ça revient vraiment à ce que tu viens de dire, donc écouter. Oui, l'oral c'est très très important, spécialement pour les Français parce que la langue anglaise, ça rapproche un peu la langue française dans les mots, mais la prononciation change complètement. Donc c'est le problème principal pour les Français. Et moi, je conseille toujours d'enregistrer ta voix. C'est très simple, c'est un peu dérangeant au début, mais ça sert vraiment. Donc je conseille d'enregistrer ta voix et d'écouter après. Tu n'as pas besoin d'un enseignant après pour indiquer parce qu'on sent tout de suite si ça sonne faux ou pas. C'est ça faux ou pas. C'est instinctif. C'est simple et ça marche très bien. On peut filmer aussi parce que je pense que c'est important de voir les mimiques gestuelles. Oui, aussi. Je pense que c'est important par exemple quand... C'est le théâtre. C'est ça. Quand par exemple on passe à l'italien dans cette maison, il y a une mimique de main qui sort. C'est quelque chose de très important. Mais en plus, il ne faut pas avoir honte. Je pense qu'il faut s'élancer. Il faut s'élancer, voilà. Pouvez-vous nous conseiller des manuels pour apprendre l'anglais ou autre support? Non. Ok, d'accord. Non, je pense que tu as déjà donné une indication, non? Oui, en fait, les manuels, je pense pas que c'est génial. Non, autrefois, j'ai une espèce de horreur des manuels parce que je trouve qu'ils sont tout de suite démodés. La structure, c'est toujours la même. Donc, ils sont utiles, bien sûr, mais c'est pas très passionnant d'apprendre une langue comme ça. Je trouve. Mais surtout, je vous conseille vraiment, moi qui, cette année, je me suis dit comme défi, je vais apprendre le chinois. Pour moi, qui parle déjà pas mal de langues, c'est vraiment quelque chose de très compliqué, parce que c'est complètement différent. Tout ce que je sais dire, c'est ni hao. Pour l'instant, et je vous conseille vraiment de regarder des émissions, de regarder les infos dans une autre langue. Moi, je trouve ça super important. Oui, moi, j'avais écouté beaucoup France Info. J'ai appris français dans la préhistoire, donc j'avais pas accès à l'internet, mais je savais que j'avais besoin d'apprendre la langue française. Et France Info, c'est en boucle, donc on écoute pendant 1 heure par jour, on peut
on peut être exposé à cette espèce de répétition que c'est très utile Ouais. quand on apprend une Et langue. juste pour dire à mes abonnés qu'il faut pas se dire on est trop vieux pour apprendre une langue, à quel âge tu as appris le français? J'avais 40 ans, mais Voilà. la langue française c'était en quelque façon familier parce que tu j'avais parlais toujours fait des vacances en France, ouais. France. Bien sûr, c'est mieux d'apprendre une langue Oui, quand on est plus jeune, mais 3 ans. oui, c'est ça. Enfin, moi j'ai plus de 4 ans. facilité. L'accent, c'est pas un problème pour moi. L'accent, ça devient un problème si on ne comprend pas. Oui. Mais Après, il faut dire Voilà. qu'il y a des gens qui trouvent certains accents sexistes. exactement, Voilà, c'est exactement ça fait partie Du charme. l'identité C'est aussi ça. de chaque. Ok, donc on a encore trop développé, mais Sunrising, ok, nous demande comment s'améliorer à l'oral et en plus spécifiquement avoir plus de vocabulaire. Mais ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Exactement, je pense qu'il faut être exposé tout le temps à la langue et peut-être d'étudier dans une autre langue. Donc si on veut apprendre par exemple l'italienne, d'étudier l'histoire en italien. Ouais. C'est simple, il faut que la langue fasse partie de la vie. Je pense c'est quelque chose qu'on fait 1 heure par semaine parce que maintenant là, il faut faire Ouais. Bon, après, il faut biologie, dire que papa prend toute la vie d'une façon un peu poétique. Donc... poétique, non, mais il ne faut pas mettre tous dans un compartiment. Et je pense qu'il faut mélanger les choses et s'amuser aussi en même temps. Alors là, on passe aux questions qui ont été posées sur YouTube dans la section commentaires. DAGHK, je n'arrive pas à prononcer vos noms. Hein. Est-ce que c'est important en droit de parler plusieurs langues et autres que le français alors qu'on étudie le droit en français? C'est une très belle question, très importante. Effectivement, l'école de droit, je vois qu'ils ne donnent pas beaucoup d'importance à les langues étrangères. Parce que normalement c'est un parcours très français. Très français. Donc pour être un avocat dans un autre pays, il faut connaître ouais, surtout que par exemple le droit de notre pays. C'est ça. C'est en très France, compliqué. surtout qu'on a un système de droit commun avec des codes. Et par exemple, si on va en Angleterre, c'est un système de common law. Donc c'est vraiment... Mais après, je tiens à vous dire que moi, en tant que... Et je parle aussi pour mes amis qui, eux, ne parlent pas forcément d'autres langues. On est dans un monde où tout est collé. Enfin, genre, on peut pas juste être dans sa bulle. Je dois bulle. dire aussi que la plupart des étudiants qui viennent au CRL, donc ils viennent parce qu'ils veulent venir, c'est pas une obligation. Je pense au moins 50% viennent de l'école de droit. C'est donc ça. c'est une exigence que les étudiants ont. Je pense que c'est personnel. Pour le monde. Je pense que c'est surtout nécessaire pour le monde dans lequel on est. Voilà. Oui, tout à fait. Je pense que c'est toujours important. Donc là, il y a un autre abonné, je ne prononcerai pas ton nom parce qu'il y a du Cyril, Rima, je pense. Alors, elle nous demande quel est le niveau attendu. Donc là aussi, je pense qu'on va partir sur CRL et cours que tu donnes au LD. La différence? Mais le niveau de... attendu quand on arrive, en général. Mais à l'université, je pense que l'éducation nationale pense que les étudiants arrivent à l'université avec un niveau B1, B2 et c'est pas vrai. La plupart des étudiants, ils ont un niveau A2, souvent A1. En fait, il faut pas non plus vous dire que c'est votre faute non plus parce que c'est le problème du système scolaire en fait. Donc le niveau attendu, c'est ça, mais... Il y a des étudiants qui arrivent avec un très bon niveau. Oui, mais ça c'est souvent parce que les parents les ont permis d'aller à l'étranger. Ou les circonstances de la vie. C'est ça. Mais il y a du temps à l'université, je pense, pour améliorer le niveau. Et il faut pas se décourager si on a un niveau A2, parce que je pense pendant 3-4 ans à l'université, si on s'implique, parce que si on suit les cours, donc il n'y a pas beaucoup d'espoir d'améliorer beaucoup. Donc il faut investir son temps personnel. Améliorer. Donc là, j'en permets pour sauter sur la question de Kevin qui me demande quel niveau attend un élève à la fac, utilisant toujours les termes
A2, B1, des conseils pour travailler à la fac, et il nous dit merci encore de nous donner l'opportunité d'en savoir plus. Donc on a déjà répondu à ces questions, et oui, le niveau A2, B1 est toujours utilisé. Même, on va en proposer, qu'est-ce que tu en penses de ça? Non, mais peut-être, on donne trop d'importance. C'est utile pour mesurer les niveaux, mais je pense qu'il y a beaucoup de facteurs personnels aussi. Il y a des personnes qui sont plus communicatives, donc une personne peut avoir un niveau B1 et se débrouiller, être plus bavard, donc ils arrivent finalement à communiquer, à faire passer le message. Mais bien sûr, il vaut mieux avoir un bon niveau. Mais je pense que cette histoire des niveaux sert surtout à chaque individu pour déterminer combien de temps il faut consacrer à s'améliorer. Donc c'est personnel. Je n'aime pas beaucoup l'idée que si cet étudiant est C1, donc il est magnifique. Ouais, mais je veux juste vous dire, par exemple, surtout à Capitole, vous allez passer un test de langue. Et si vous vous dites c'est quoi ce test, dites-vous que même moi qui parle anglais couramment, je te demande ce test, the fuck, what is this? En fait, c'est un niveau, ils vont vous demander pour vous mettre dans des groupes de niveaux. N'attendez pas grand chose. Ouais, voilà. Non, c'est un peu approximatif. Oui, mais c'est parce qu'on est tellement aussi. Oui, il y a beaucoup d'examens différents pour déterminer le niveau et il n'y a pas un examen parfait pour ça. Donc là, c'est indicatif. Donc là, on va passer à la question d'Anne Mode, il faut se dépêcher un peu. Mais qu'est-ce que l'anglais juridique? Oui. Mais c'est toute la terminologie qui appartiennent. Chaque métier a un langage. C'est ça. L'architecte, les médecins, les musiciennes emploient toujours c'est le jargon. C'est très important pour communiquer entre eux. C'est ça. Donc l'anglais juridique, c'est ça. C'est les mots like lawsuit, common law. Oui, mais si on est dedans, on apprend. Je pense on apprend spontanément. Pour ceux qui sont en fac de droit, vous savez que la L1, c'est vraiment apprendre le vocabulaire juridique. Vous savez que c'est très théâtral aussi. C'est la même chose en anglais. En français, parce qu'on est là, il n'y a pas l'anglais, non? En L1, justement, il n'y a pas l'anglais. Mais justement, c'est pour vous montrer que quand on rentre en droit, on doit apprendre tout en versant, tout un vocabulaire, et c'est la même chose en anglais. Oui. Voilà. Ensuite, si on arrive à deuxième année, troisième année, donc il y a des cours en anglais juridique. C'est ça. Vous allez être aidé spécifiquement sur ça. Alors là, il y a Uraway qui nous a posé des questions. Les deux autres questions ont été répondues plus tôt dans la vidéo. Donc on va passer à sa troisième question que je trouve assez drôle. Elle nous demande: j'ai souvent entendu dire que le niveau moyen en langue à la fac de droit n'était pas prodigieux. Est-ce que c'est mythe ou réalité? Merci beaucoup à toi et à ton père de répondre à nos questions en vidéo. Je pense que c'est pas une exclusivité en école de droit. Oui. Généralement, en France, le niveau c'est pas très haut par rapport à l'Allemagne, à Hollande. En Espagne. Mais il faut dire aussi que la situation améliore, je pense, petit à petit, parce que les Français sont plus exposés à la langue anglaise. Après, moi, je vais donner un exemple de ce que j'ai trouvé. C'est que, par exemple, comme on voyage pas mal, quand j'ai regardé la télé au Portugal, tout est en anglais et avec des sous-titres. Et ça, en France, il faut cliquer sur des trucs. Mais au moins, vous avez cette possibilité maintenant. Ça. Et je vois, pendant les peut-être dernières 10 années, il y a un net amélioration, je pense. Ouais. Donc, il faut être positif. C'est ça. Moi, je suis négative. Non, je trouve qu'il y a plus envie de parler bien l'anglais maintenant. Donc là, je pense que ça va être une des dernières questions, et je pense que c'est une question très intéressante, de Ahana Durand, qui demande: est-ce que c'est obligatoire d'aller dans un autre pays anglophone pour améliorer son anglais pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens? Non. Je pense les écoles privées, les écoles de langue à l'étranger ne sont pas très sérieuses normalement. Et je déconseille à les étudiants de dépenser trop d'argent.
Par contre, si on a la possibilité de travailler à Ouais, l'étranger, ça marche très bien. Mais on n'a pas besoin d'y aller forcément en Angleterre. Après, On peut oui, aller dans un autre pays. j'ai un autre petit conseil pour vous. Moi, j'ai une fille que je connais qui voulait apprendre l'anglais et elle n'avait pas forcément les moyens. Du coup, elle est devenue fille au pair. Oui. Donc, elle n'a pas dépensé de l'argent. C'était gratuit pour elle, elle s'est même fait de l'argent, de l'expérience. Oui, ou le woofing. Ça permet vraiment, sans avoir à dépenser de l'argent, d'être dans un contexte où vous allez apprendre quelque chose. Parce que franchement, dans les écoles, vous allez apprendre d'autres langues à l'étranger, vous allez être français, vous allez parler français en vous. Du coup, c'est pas... Mais il y a un autre point que je voudrais noter, qu'on n'apprend pas l'anglais pour parler avec les anglais horribles. On apprend l'anglais pour parler avec tout le monde. Donc l'intérêt de l'anglais, c'est de parler avec le plus de personnes possible. Donc si on va parler, si on va en Inde, c'est la même chose, on apprend l'anglais. Papa vient de dire anglais horrible. Papa, tu es anglais toi-même? Oui. Non, mais l'Angleterre c'est intéressant, je rigole. Mais c'est juste en ce moment c'est spécial. Mais c'est pas un pays très important. C'est pas Poudlard quoi. Oui. Donc, je pense que vous avez une image de l'Angleterre qui est un peu influencée par Harry Potter. Non, mais c'est... There's full of chags and stuff like that. Non. C'est comme bien. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui aime beaucoup Londres et l'Angleterre en général, mais on apprend l'anglais pour avoir une deuxième langue, pour pouvoir communiquer avec plus de monde possible. Et l'anglais est parlé avec beaucoup d'accent dans beaucoup de contextes différents. Donc, c'est pas nécessaire d'aller dans un pays anglophone. Ouais, donc je vais en profiter pour la toute dernière question. Erasmus aussi. Erasmus qui passe en Hollande, c'est utile. Et on ne va pas forcément payer bien plus cher pour l'Erasmus. Exactement. Donc, les pays baltiques, par exemple. Je vais une vidéo sur les Erasmus. Moi, j'ai pas fait Erasmus parce que, genre, pour des raisons assez personnelles, mais bon, voilà. Donc voilà, je pense qu'on a fini pour cette vidéo. C'est ça, on a fini pour cette vidéo, donc je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Encore une fois, si vous aimez bien ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. Et blended learning. Et blended. Une approche hybride. Donc il ne faut pas avoir une seule façon pour apprendre la langue. Il faut inventer des méthodes qui correspondent à chacun. Voilà. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Au revoir.